Samantha Tessier est psychologue clinicienne du laboratoire Clipsid, Université Paris-Nanterre. Sa thèse de doctorat, soutenue en novembre 2023, portait sur l'impact des campagnes publicitaires et de prévention sur les joueurs de jeux de hasard et d'argent. La chercheuse est venue évoquer avec nous aujourd'hui quelques résultats issus de ses travaux. Bonjour Samantha Tessier. Bonjour Boris. Bienvenue sur le Do Corpus et dans l'émission d'entrée de jeu. Merci de m'avoir invité. Alors, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, nous allons commencer par une question toute simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors oui, donc je suis Samantha Tessier, je suis donc psychologue clinicienne et aussi toute jeune docteur en psychologie clinique et en psychologie sociale. Et en quelques mots, alors à la base moi j'ai un master en démographie et donc j'ai terminé mon parcours en psychologie un peu plus tard parce que j'ai terminé mon master en 2019. Alors en quelques mots, pendant tout mon cursus, je me suis beaucoup intéressée aux addictions et notamment aux addictions comportementales. Et c'est dans ce cadre-là notamment que j'ai rencontré Lucia Romo et Ulman Zeroni qui deviendront par la suite mes directeurs de thèse. Et donc pendant mon master, en tout cas, j'ai eu une première expérience de travail sur les jeux de hasard et d'argent. Et déjà, je m'intéressais aux effets des campagnes publicitaires sur les joueurs. Alors justement, on va revenir dans le vif du sujet, et donc sur votre thèse que vous avez soutenue il y a quelques semaines, quelques mois, c'était fin 2023. Pouvez-vous nous en rappeler l'origine, le sujet, et puis quelle était la problématique qui a guidé votre travail ? Oui, alors en effet, comme je vous le disais, dès 2019, l'idée était de regarder justement quels étaient les effets de ces campagnes publicitaires sur les joueurs. Et en fait, cette envie de travailler sur le sujet est venue d'une part des études qui existaient sur l'alcool ou le tabac. En effet, sur ces deux types de comportements, en tout cas de substances, ce qu'on voit, c'est que la publicité va augmenter la consommation de ces deux produits-là. Et notamment, en fait, au vu de ces résultats-là, ça a mené à notamment la loi Evin, par exemple. Seulement sur le jeu, l'ouverture de la concurrence et de l'autorisation du jeu en ligne depuis 2010 a conduit d'une part à la multiplication des opérateurs de jeux présents sur le marché et donc à la multiplication des campagnes que l'on peut rencontrer au quotidien. Donc à partir de ce constat-là, l'idée était de comprendre comment est-ce que ces campagnes publicitaires pouvaient impacter, en tout cas pouvaient modifier les comportements des joueurs. Et aussi ce projet a été renforcé en tout cas par la rencontre de la Française des Jeux qui a aussi souhaité financer la réalisation matérielle de ce travail pour en tout cas soutenir les résultats que nous pourrions produire par la suite. Et donc vous, par rapport à partir de ce constat, quel a été le sujet et la problématique de votre thèse ? Alors, vraiment, la question que nous nous sommes posée, ça a été de se demander comment est-ce que ces messages qui nous entourent au quotidien vont jouer sur les joueurs de hasard et d'argent, et notamment est-ce que, par exemple, la sévérité du jeu, en tout cas le fait d'être un joueur récréatif, donc joueur récréatif, c'est-à-dire le fait de jouer occasionnellement, ou alors le fait d'être un joueur un peu plus chevronné, c'est-à-dire possiblement parfois on dépasse les limites financières que l'on s'était fixées, ou alors on joue un peu plus que prévu. Et donc comment est-ce que ce continuum en tout cas de jeu peut être impacté par les publicités, sachant que nous faisions l'hypothèse, tout comme les études sur l'alcool ou le tabac, que plus en tout cas on ait une pratique du jeu importante, voire problématique en tout cas, plus la publicité générait davantage de comportements. Donc on va revenir justement sur les typologies des joueurs et puis à présent j'aimerais qu'on approfondisse un petit peu le vif du sujet, donc dans le détail de votre travail. Oui. Et notamment pour celles et ceux qui seraient peu initiés au domaine de la psychologie et des problèmes de jeu, est-ce que vous pourriez redéfinir pour nous ici ce que vous entendez par campagne publicitaire, prévention, et peut-être aussi justement les différents degrés de sévérité du jeu ? Oui, alors tout à fait. Alors déjà, lorsqu'on parle de campagne publicitaire ou de prévention, ces campagnes elles peuvent avoir plusieurs formes. Alors ça peut être des vidéos, ça peut être des images donc plutôt figées. Elles peuvent être à la fois
elles peuvent exister à la fois dans notre environnement, donc par exemple dans la rue, sur des devantures de magasins, mais elles peuvent aussi exister sur Internet. Et donc là, elles prennent aussi plusieurs formes, sous la forme de bannières publicitaires, sous la forme de mails ou de sollicitations directes. La campagne publicitaire, en fait, elle va se composer de plusieurs éléments. Il y a à la fois un visuel, une image, une vidéo. Il y a à la fois un message publicitaire, un message, et puis un logo. Donc, par exemple, le logo d'un opérateur qui nous informe que c'est donc un opérateur en particulier qui propose la campagne publicitaire. La campagne publicitaire va avoir pour but de générer un comportement de jeu chez la personne qui perçoit la campagne. La campagne de prévention va, elle, avoir pour but de modifier le comportement de la personne dans le but qu'elle prenne des décisions favorables à sa santé. Donc, par exemple, sur les campagnes publicitaires, on va retrouver un message de prévention qui est obligatoire, qui se trouve en fait sur l'ensemble des campagnes publicitaires existantes. Alors, sur la sévérité du jeu, en psychologie, on va déterminer 4 grands groupes de sévérité du jeu, donc c'est plutôt un continuum, c'est-à-dire qu'en fait on va retrouver les personnes qui ont plutôt une pratique récréative du jeu, c'est-à-dire que le jeu est quelque chose d'occasionnel, ça va être un ticket de grattage de temps en temps, ça va être un pari sportif de temps en temps, et puis en fait on va retrouver des pratiques qui vont être un peu plus questionnantes pour les personnes, mais aussi sur les conséquences que ça va avoir sur leur vie. Donc c'est en effet des personnes qui vont dépenser un peu plus d'argent que ce qu'elles avaient prévu, un peu ou beaucoup plus que ce qu'elles avaient prévu, qui vont passer plus de temps à jouer que prévu. Et en fait, ces comportements vont avoir des conséquences sur leur quotidien. Ça peut être à la fois familial, professionnel, et impacter ainsi les sphères de la vie de la personne. Dans la question précédente, j'ai l'impression que vous avez associé ou juxtaposé campagne de prévention et campagne publicitaire. Est-ce que vous pouvez revenir un instant sur la distinction que vous faites et puis peut-être des choses qui vous sont apparues par rapport à certains joueurs dans votre étude? Oui, alors en effet, les campagnes publicitaires pour le jeu vont avoir pour objectif de générer un comportement de jeu. Donc en effet, les opérateurs de jeu vont attendre à ce que les personnes jouent davantage, essayent un nouveau jeu, essayent une nouvelle cote, voilà, essayent quelque chose. Donc c'est vraiment un comportement pour entraîner une consommation. Les campagnes de prévention, quant à elles, vont plutôt amener les personnes à se questionner sur leurs pratiques, leur apporter davantage d'informations sur les risques qu'elles encourent, essayer de regarder s'il y a la présence, par exemple, de distorsions cognitives, c'est-à-dire est-ce qu'on est bien conscient que c'est un jeu de hasard et comment est-ce que nos croyances peuvent se mêler à notre pratique. Donc, en effet, les campagnes de prévention, elles sont beaucoup plus discrètes et tendent à arriver dans le champ médiatique et commun, mais il y en a eu encore très peu. On en a noté plusieurs à partir de 2022, donc c'est quand même très récent, au moment de la Coupe du Monde de football, mais auparavant, on peut noter en tout cas la présence de 2 campagnes nationales uniquement. Et donc, moi, dans ce travail-là, l'idée était en effet de regarder comment est-ce que les joueurs pouvaient se comporter à la fois lorsqu'ils avaient une campagne publicitaire et en effet comment est-ce que ces campagnes-là leur donnaient envie de jouer et même comment est-ce que les joueurs allaient jusqu'à un comportement de jeu. Et au contraire, on a regardé aussi comment est-ce que les campagnes de prévention pouvaient en fait leur donner envie de jouer ou pas et quels effets ça pouvait avoir sur leur pratique de manière plus générale. Continuez à présent sur votre thèse et l'aspect scientifique, on va dire, de votre thèse. Oui. Comment avez-vous procédé? Quelle a été peut-être votre méthodologie? On est dans les recettes scientifiques de la thèse. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments clés de vos découvertes? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors par exemple, dans ce travail de thèse, il y a eu 3 études successives qui ont été menées. Donc la première étude a été une étude par questionnaire. C'était un questionnaire en ligne qui nous a permis d'accéder à un large échantillon. Donc nous avons atteint un peu plus de 2000 réponses, donc ce qui est très intéressant. Et donc au travers de ce questionnaire, nous avons
nous sommes partis en tout cas de plusieurs campagnes qui ont été diffusées en population générale au cours des dernières années. Ce que nous avons pu voir en tout cas, c'est que plus la sévérité du jeu est importante, donc c'est-à-dire que plus les joueurs se rapprochent d'un jeu problématique et plus ils ont en mémoire ces campagnes publicitaires, plus ils déclarent avoir été incités à jouer après avoir vu cette campagne, mais aussi plus ils disent avoir eu un comportement de jeu après avoir vu une campagne. Donc ces résultats nous montrent en tout cas qu'on obtient en tout cas des résultats similaires à ceux qui sont obtenus notamment par rapport à l'alcool et au tabac. Donc la publicité augmente les comportements de jeu pour les joueurs qui ont déjà une pratique à risque modéré ou déjà problématique. Donc ça, c'était pour le premier résultat. Ensuite, nous avons mené une deuxième étude, et donc ce qui était intéressant, c'est qu'au sein de l'Université Paris-Nanterre, nous avons une cabine de réalité virtuelle, et donc pour les personnes résidant en Île-de-France, nous leur avons proposé de venir passer une demi-heure au sein de l'université, et donc de positionner un casque de réalité virtuelle sur les yeux. Alors lorsque les personnes avaient ce casque sur les yeux, en fait, nous avions reproduit une rue parisienne, en tout cas une rue d'une grande ville française. Et donc dans cette rue, il y avait des publicités, alors soit des publicités pour le jeu, soit des campagnes de prévention sur le jeu aussi. Donc ces campagnes avaient été créées pour l'occasion, donc il n'y avait pas, en tout cas les personnes ne pouvaient pas avoir déjà mémorisé ces campagnes. Et donc nous avons mesuré plusieurs choses. Déjà, nous voulions voir si les joueurs, et même en fait, quels joueurs regardaient plus ces campagnes? Est-ce que peut-être qu'il y avait des comportements différents? Dans un deuxième temps, nous voulions aussi voir de quelles campagnes ils se souvenaient. Et enfin, on a voulu regarder aussi si ces campagnes leur donnaient envie de jouer. Alors là, nous avons obtenu des résultats assez intéressants. Alors d'une part, ce qu'on a pu voir, c'est que tous les joueurs se comportent de la même manière quand ils sont dans la rue et qu'ils ont des campagnes autour d'eux. En effet, les campagnes étaient tout autour des personnes, tout comme quand on marche, on ne les voit pas toutes, pourtant notre cerveau les enregistre. Donc là, tous les joueurs se comportent de la même manière et regardent les campagnes pendant autant de temps. Par contre, le résultat que nous avons trouvé, et qui est plutôt intéressant, c'est que plus la sévérité du jeu est importante, plus en fait les joueurs ont mémorisé ces campagnes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ils les regardent autant que les autres, pourtant plus ils jouent, plus il y a une trace mnésique, donc c'est-à-dire une trace dans leur mémoire. Donc en fait ces résultats peuvent être liés au fait que les campagnes publicitaires que nous avons créées utilisaient des codes déjà connus en fait par les joueurs. Donc en termes de visuel, nous avions un joueur de foot qui avait l'air heureux, nous avions un cheval en pleine course, nous avions des mots-clés du type jackpot, euro, paradis. Et donc en fait l'hypothèse que nous faisons, c'est que ces résultats conduisent en tout cas à... alors, pour les joueurs, il y aurait une facilité de ce qu'on appelle d'encodage, c'est-à-dire d'inscription en fait en mémoire de ces messages-là, car en effet, il y a déjà des codes qu'ils connaissent très bien et qui sont très imprégnés pour eux. Donc ça, c'était un deuxième résultat. Et une troisième étude qui était plutôt... par des entretiens de recherche, nous a permis d'approfondir un peu ces éléments-là. Et si là, en tout cas, je dois vous apporter un élément clé, j'ai envie de vous parler notamment d'une généralisation de l'incitation à jouer lorsqu'ils voient une campagne. Alors je vais expliquer davantage. En effet, par exemple, lorsqu'un joueur perçoit une campagne, un message publicitaire faisant la promotion, par exemple, d'un pari sportif. En fait, cette publicité-là fait la promotion d'une cote avec une image et d'un logo chez un opérateur. Ce que les joueurs nous disent, c'est que certes, ça leur donne envie de jouer chez cet opérateur, mais pas uniquement. Le fait de voir qu'il y a une cote avantageuse, ça va activer pour eux en mémoire et ça va leur donner envie, en tout cas, d'aller jouer, d'aller réaliser un pari sportif, mais pas uniquement chez cet opérateur-là. Donc en fait, ça nous montre que la publicité permet d'activer tout le réseau, en tout cas déjà existant chez les personnes qui ont déjà une pratique, en tout cas de ce type de jeu. Alors justement, en parlant de pratique, on peut penser aussi pratique
problématique et public sensible. Oui. Et est-ce que vous pouvez approfondir à présent sur nous dire en quoi, selon vous, selon votre étude, les messages publicitaires peuvent être problématiques pour des publics sensibles? Oui, alors là par exemple, ce que nous montrent les études, c'est que plus les joueurs ont une pratique assidue, en tout cas accrue, et plus ils vont être confrontés à ces messages-là. Parce qu'en effet, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, dans leur environnement, ils y sont confrontés. Alors déjà, ils les mémorisent mieux parce qu'ils jouent plus, mais aussi, en fait, ces messages vont être davantage présents sur des forums de joueurs, sur des... en termes de ciblage, ces personnes décrivent recevoir aussi davantage de mails que les autres personnes. Donc en fait, les personnes qui ont une pratique problématique, en tout cas à risque modéré, voire sévère, vont être davantage incitées à jouer par ces campagnes publicitaires. Donc en fait, il est aussi important de réfléchir à la manière dont ces études, dont ces campagnes vont impacter leur comportement. Parce qu'en effet, plus ils sont ciblés, plus ils enclenchent le comportement de jeu et donc plus ils se mettent en difficulté d'un point de vue sanitaire. Un autre élément aussi, c'est par exemple la place des mineurs. Parce qu'en effet, si cette étude, en tout cas, portait principalement sur une population de 18 ans et plus. Lorsqu'on regarde notamment au travers des entretiens de recherche, les moments où ils ont commencé à jouer, là ce qu'on voit, c'est que alors si le jeu fait partie en tout cas du parcours de vie, souvent depuis l'enfance de la quasi-totalité des joueurs, il est intéressant de noter que ceux qui ont une pratique plus importante à l'âge adulte sont ceux qui ont été le plus impliqués dans des pratiques de jeu dans la famille étant enfant. Alors, par exemple, c'est des personnes qui ont été incitées à aller jouer au PMU avec leur père, là si je pense à des participants en particulier enfants. Ceux qui, par exemple, disait les chiffres du loto à miser, à mettre sur sa grille pour le prochain tirage. Donc en tout cas l'implication semble aussi importante. Voilà, donc ce seraient les deux populations en tout cas, mais qui sont déjà aussi connues d'un point de vue recommandation, mais sur lesquelles ce travail de thèse permet de soutenir plus en détail. Alors justement, vous devancez un peu ma prochaine question. Quelles pourraient être des pistes de prévention? Et puis peut-être que est-ce que vous avez eu votre thèse, s'est déroulée il y a déjà quelques temps? Il y a 2 mois, oui. Pardon. Est-ce qu'il y a déjà eu des contacts avec les opérateurs, avec peut-être aussi les pouvoirs publics? Alors non. En effet, là, ça fait un petit peu plus de 2 mois que j'ai soutenu ma thèse et non, il n'y a pas eu, nous ne sommes pas rentrés en contact avec, et les opérateurs ne sont pas rentrés en contact avec nous, ni même les instances publiques. Après, en fait, pendant la thèse, nous avons tenté plusieurs approches. Donc, en effet, dès la création du projet, la Française des Jeux a soutenu le fonctionnement de la thèse. L'ANJ a aussi soutenu la thèse d'un point de vue, on va dire, plutôt moral et politique. Et même si tous les opérateurs de jeu ont été sollicités pour participer, pour relayer les questionnaires, pour participer en tout cas activement à ce projet, tous ont refusé. Donc en effet, là sur les 4 dernières années, nous n'avons pas eu de contact avec les opérateurs de jeux à part la Française des Jeux. Et donc là on est sur le côté opérateur et puis en effet sur plutôt le côté institution publique, là non plus, nous avons très peu de contacts. Il y a eu l'ANJ au début et depuis nous n'avons eu aucune nouvelle. Et pourtant, d'après ce que je comprends de vos études, des différentes études de votre thèse, il y a quand même néanmoins des pistes de prévention. Est-ce que vous pourriez nous étayer peut-être quelques pistes ou des hypothèses? Oui, alors les pistes que je vais vous apporter rejoignent notamment certaines qu'ont menées l'ANJ dans une consultation publique au cours des derniers mois. En effet, les recommandations issues de ces rencontres proposaient notamment le fait que 3
publicité sur le jeu pourrait exister pendant une coupure de publicité. Par exemple, là, ce que nous montrent nos résultats, c'est que, en fait, si vous présentez une publicité pour un pari sportif, une publicité pour le poker et une publicité pour le PMU, en fait, ce que ça signifie, c'est que ça active l'ensemble des comportements de jeu possibles pour les joueurs. Donc 3, c'est même peut-être encore trop, et peut-être que l'exposition, en tout cas au type de jeu, puisse encore être diminuée par rapport au risque possible pour les joueurs. Donc ça, c'est une première chose. Après, ces résultats vont aussi dans le sens d'un renforcement des mesures envers les mineurs, parce qu'en effet, les mineurs semblent être une population phare du développement du jeu problématique, et notamment ce que les résultats montrent, et c'est ce que je vous disais juste avant, c'est que plus les enfants ont été impliqués, enfants et adolescents ont été impliqués dans des pratiques de jeu, et plus à l'âge adulte, en fait, ils vont réitérer, et donc plus ils ont un risque de développer ces comportements problématiques. Donc ces résultats en tout cas soutiennent les mesures actuelles et tendent même à les renforcer. Un dernier point, c'est aussi le ciblage. Ce que nous disent les joueurs, et notamment les hommes qui ont une pratique régulière de jeu, c'est le fait de se sentir matraqué et de se sentir submergé par les sollicitations pour le jeu. Vraiment, ce sont des termes qu'ils emploient, c'est le mot de matraquage, et certains disent ne plus en pouvoir en fait des sursollicitations dont ils font preuve. Donc en effet, le démarchage et notamment le ciblage spécifique de ces populations-là semble être problématique et notamment accentue, voire aggrave la pratique de ces personnes. En ultime question, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous. Donc, quelle est votre activité post-thèse actuelle, peut-être professionnelle ou à l'université? Je crois que vous êtes rattaché au laboratoire CLIPSID. Exactement. Et puis, quelle va être votre actualité dans les prochaines semaines et prochains mois? Oui, alors là, en effet, ça fait maintenant un peu plus de 2 mois que j'ai soutenu ma thèse. Alors là, je me concentre beaucoup en ce moment sur mon activité clinique en tant que psychologue, mais il reste encore plein de choses à faire autour de la thèse. Donc il y a, comme vous le disiez, l'investissement en tout cas au sein de l'université, donc à la fois en donnant des cours, mais il y a aussi toute la valorisation de ces résultats, parce que là en effet aujourd'hui je vous ai parlé de 3 résultats principaux, mais comme vous pouvez l'imaginer, il y en a plein d'autres. Donc ces prochaines semaines et ces prochains mois même seront consacrés à la valorisation de ces données, à la fois au travers de communication dans des colloques, mais aussi l'écriture d'articles pour rendre ces résultats en tout cas publics. Écoutez, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Et pour tous les apports sur le jeu, je pense que nous avons appris beaucoup de choses. Je vous dis à bientôt sur Eudocorpus, nous ne manquerons pas de suivre vos actualités scientifiques. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour celles et ceux qui nous regardaient depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur Eudocorpus.